Vous le croyez si je vous dis que pile au moment où j'allume la caméra, les éboueurs passent. Bon bah j'ai plus qu'à attendre quoi. Je pense que c'est bon. Chers amis amoureux des livres, bien le bonjour. Suis-je extrêmement heureuse de pouvoir enfin ouvrir ce tout premier vlog du Black November 2022. À votre avis, vous l'aurez donc compris, je suis extrêmement joie de savoir que je vais donc débuter ce mois de novembre qui va être full thriller, roman noir, etc. Bref, tout ce que je préfère, et vous devez le savoir si vous suivez la chaîne. De façon globale, je déteste, j'exècre le mois de novembre pour tout plein de raisons. Mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a un petit événement qui vient embellir un petit peu mon mois de novembre, au-delà de l'anniversaire de l'amoureux. C'est donc le Black November. Donc je suis tellement heureuse de pouvoir cette année le refaire, même si je sais pertinemment que ça veut aussi dire que ce mois va être assez chargé, hein, parce que en plus de me challenger au niveau lecture, je vais du coup filmer tout ça et devoir monter en plus tout simplement de mon travail et de ma vie tout court. Donc gros mois en perspective, mais je suis joie et écoutez ma foi, je me reposerai un petit peu en mois de décembre. Alors nous sommes présentement le mercredi 2 novembre et vous allez me dire c'est n'importe quoi cette ouverture de vlog, et vous auriez bien raison. Parce que oui, effectivement, le Black November a donc débuté lundi 31 octobre. Pourquoi est-ce que je vous prends du coup 3 jours plus tard? Eh bien tout simplement parce que Mininou était malade, et que si vous aussi vous êtes parent, vous devez savoir que quand l'enfant est malade, votre quotidien peut vite devenir l'enfer sur terre. Est-ce que j'exagère? Peut-être un peu. Mais bon, vous aurez donc compris que malheureusement ces 2 derniers jours, bien qu'hier était un jour férié, je n'ai pas eu la possibilité de filmer parce que je devais m'occuper de mon fils avant tout. Ceci dit, étant donné qu'entre deux, il dort tout de même, et bien heureusement, j'ai néanmoins pu commencer mon premier livre pour cette toute première semaine. Je le rappelle d'ailleurs, la consigne de cette première semaine était donc de lire des thrillers, romans noirs, etc. Qui soient effrayant, fantastique, gore, des choses comme ça. Je suis donc doublement heureuse de commencer ce challenge. Tout d'abord, comme j'ai dit, parce que c'est le début du Black November, et deuxièmement parce que j'ai du coup commencé ce challenge que j'aime beaucoup trop par un roman de Stephen King. Oui, donc forcément, dès lundi, j'ai attaqué Christine, et bien attaqué d'ailleurs, hein, parce que vous le voyez, j'en suis finalement presque à la fin. Il me reste moins de 100 pages à lire, ouais, c'est ça. Et quoi de mieux que de débuter son challenge préféré par l'un de ses auteurs préférés? Est-ce que maintenant je pourrais dire que c'est même mon auteur favori? C'est encore en réflexion avec moi-même, mais c'est pas impossible. Alors oui, c'est un des grands classiques du King. Non, je ne l'avais toujours pas lu, et d'ailleurs je n'ai jamais vu aucune adaptation cinématographique qui en a été fait. Par contre, j'ai entendu beaucoup de bien sur ce roman-ci. Alors comme je l'ai dit, hein, je l'ai bien attaqué. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, avant de l'avoir terminé, c'est que ça reste du King, que je l'ai littéralement bouffé, parce que ça se lit extrêmement bien. C'est vraiment, pour le coup, un King dans lequel il n'y a absolument pas de longueur. C'est, voilà, vraiment, ça se dégomme très bien. J'ai un peu de mal avec les personnages. Je me suis vraiment attachée au tout premier protagoniste, on va dire. Disons que tout au départ, l'histoire est racontée à la première personne du point de vue de Denis, qui est l'ami d'enfance de... j'ai un trou de mémoire. Comment s'appelle le propriétaire de Christine? Arnie, qui est donc son pote qui a acheté Christine. Et j'aime beaucoup le personnage de Denis. Je sais pas si c'est le fait que l'histoire soit racontée au départ de son point de vue ou quoi, mais il y a un attachement qui s'est fait avec lui, et le problème, entre guillemets étant, c'est qu'à un moment dans ce roman, on bascule. L'histoire n'est plus à raconter du point de vue de Denis, mais plutôt d'un point de vue externe, et en plus de ça, Denis est relégué vraiment en toile de fond dans l'histoire, et bon, c'est vrai que du coup, il y a ce petit côté-là qui me manque un peu, mais là où j'en suis,
Denis, on va dire, refait son apparition. Sinon, je crois que je vous l'avais dit, mais j'avais un peu d'appréhension, non, mais c'est vrai que si je n'avais pas lu ce King avant, alors qu'il est quand même plutôt court, c'était tout simplement par la thématique, parce que les bagnoles, soyons clairs, j'en ai un peu rien à secouer, et sachant que le gros de l'histoire allait tourner autour de cette voiture qui, si je résume vraiment dans les grandes largeurs, est amoureuse de son propriétaire et jalouse des gens qui l'entourent et qui pourraient l'éloigner d'elle, ne m'intéressait pas plus que ça, parce que justement c'était une voiture. Alors très clairement, je suis assez vite passée outre, parce que comme je vous l'avais dit, j'en ai entendu vraiment de très bons retours, et qu'en plus de ça, je sais de quoi King est capable. Donc je me doutais bien que la voiture serait vraiment un prétexte à tout plein d'autres choses. Et c'est vrai, même s'il est quand même pas mal question tout de même de voiture et de mécanique. Et j'avoue que ce côté-là du roman parfois me laisse un peu pantoise. Et ouais, je pense que là où j'en suis actuellement, j'ai à peu près la certitude que ce roman ne sera pas dans mes favoris du King, ne sera pas dans mon top 5 du King, ça c'est, je pense, à peu près sûr, mais il n'empêche que je passe un très bon moment de lecture, que vous le voyez, je l'ai vraiment dégommé. Donc ouais, donc j'ai bon espoir de peut-être arriver à le terminer aujourd'hui et vous en faire du coup un retour complet. En attendant, vous l'aurez compris, je suis joie et bonheur d'ouvrir ce premier vlog de ce mois de novembre autour du Black November. Et ouais, j'espère pouvoir dégommer un max de bouquins et m'éclater dans mes lectures. Mais dans tous les cas, vous l'aurez compris, je vous embarque avec moi pour vivre et décortiquer tout ça. Ah oui, et niveau du coup micro, hein, étant donné que mon micro Rode ne fonctionne toujours pas, on repart avec le bon vieux micro cravate, et puis on verra bien, ma foi. Ça a fonctionné comme ça pendant un bon moment, donc je pense qu'on peut encore continuer quelques temps. J'ai repéré un autre petit micro Rode, mais comme ça reste tout de même un petit budget, je me dis que ça fera peut-être l'objet d'une idée de cadeau de Noël. C'est encore là aussi en réflexion avec moi-même. Sur ce donc, étant donné qu'il est l'heure d'aller manger et que je pète la dalle, je vais de ce pas aller chercher quelque chose à manger et à partager avec l'amoureux. Et puis cet après-midi au reboulot. Et comme j'ai dit, hein, je vais essayer d'avancer, voire peut-être de terminer Christine ce soir. Je croise les doigts. En tout cas, vous l'aurez compris, dès que je l'aurai enfin terminé, je viens vous faire un point complet sur ce que j'en aurais pensé. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous participez également au Black November, mais si ce n'est pas le cas, je ne peux que vous encourager à vous pencher sur ce challenge littéraire qui est, ma foi, bien trop sympathique. Et puis, si comme moi, vous tentez l'aventure, dites-moi en commentaire ce que vous avez lu donc pour cette première semaine et si ce fut une réussite ou non. Parce que, vous le savez, hein, je suis toujours preneuse de retour de lecture, histoire de me donner moi-même de nouvelles idées et aussi de prioriser un petit peu ma palle. Bref, vous l'aurez compris, on se retrouve très vite. Je crois que mon fils est un geek et un filou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ceci était ce matin dans ma table de chevet. Et cela n'a rien à faire par terre. Je pense que des petits doigts potelés de 16-17 mois ont dû choper ma Game Boy et ont dû tenter de s'amuser avec. Bon, la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, elle est très vieille, qu'il n'y a plus de piles et qu'il risque pas de faire grand-chose. Mais voilà. Et oui, vivre avec un enfant, c'est surtout apprendre à partager ses affaires, croyez-moi. Parce qu'il a 10 milliards de jouets, mais non, il va toujours préférer le truc pour adultes que vous avez dans les mains. Et je pense à ça, je pars du principe que tout le monde connaît l'histoire de Christine, mais peut-être pas en fait. Du coup, dans ce roman, on suit donc Arnie, qui est un adolescent de 17 ans, qui va un jour voir une vieille Plymouth qui est dans un état absolument dingue, complètement délabré, mais voilà, il n'a qu'une idée en tête, une obsession carrément, c'est d'acheter cette voiture et de la retaper. Et comme on est dans du King, forcément, enfin je dis forcément, c'est pas le cas du tout de tous ces romans, mais en tout cas ici il va y avoir une part un petit peu de surnaturel, de fantastique, puisque cette voiture semble un petit peu habitée par un esprit féminin qui n'est d'ailleurs pas des plus sympathiques, hein, et qui va
complètement mettre la main, mettre son emprise sur son propriétaire hargné et qui va lui faire un petit peu vivre l'enfer à lui et surtout aux gens qui l'entourent. Et donc voilà, si je résume, effectivement, c'est une voiture jalouse et pas très très gentille. Voilà, si vous avez besoin d'un résumé pour des enfants de 2 ans et demi, appelez-moi. Et du coup, là, pour la période d'Halloween, c'était parfait, parce que niveau ambiance, on est quand même sur un truc un poil angoissant. Bon, comme bien souvent, dernièrement, je vous prends pendant une sieste de mini-nous, donc je ne vais pas parler trop fort, mais normalement avec le micro-cravate, ça devrait aller. Je crois que la dernière fois que je vous avais pris, c'était mercredi peut-être, et je vous avais dit qu'il me restait très peu à lire sur Christine, et finalement, je l'ai terminé hier, jeudi, c'est donc enfin chose faite. J'avais prévu de le terminer mercredi soir, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire, c'est pas grave, je l'ai terminé le lendemain, du coup je revenais aujourd'hui pour vous donner un petit peu mon avis et vous dire aussi sur quoi j'ai donc enchaîné. Parce que pour rappel, on est quand même dans un challenge littéraire, donc qui dit challenge dit que si possible, je ne vais pas m'arrêter à une seule lecture par catégorie. Vous vous doutez bien. Alors comme je l'avais dit, hein, j'ai mis pas mal de temps à me lancer finalement dans cette lecture, et ça pour diverses raisons. Et je dois reconnaître que maintenant que j'ai terminé ce roman, je peux dire que dans l'ensemble, ça c'est resté tout de même une bonne lecture, mais que ça ne sera clairement pas l'un de mes préférés de Stephen King. Tout d'abord, comme je vous l'avais dit, il me semble, c'est vrai que vraiment l'une des principales choses qui faisait que je reculais autour devant cette lecture, c'était le fait de savoir que finalement, une voiture était au centre de l'histoire. Et très clairement, les voitures, ce n'est pas du tout ma came, donc ça ne m'attirait absolument pas. Et s'il est vrai que Christine est tout de même fortement personnifiée dans cette histoire-là, puisque quelque part elle est vivante, et qu'elle devient presque un personnage à part entière, malgré tout, ça reste une bagnole. D'une part, et je crois que je l'avais déjà dit, tous les passages un petit peu techniques autour de la voiture avaient tendance à m'ennuyer parce que tout simplement, comme j'ai dit, c'est un sujet qui ne m'intéresse absolument pas. Et deuxièmement, c'est vrai que je crois que j'ai un problème avec ce côté fantastique et possédé d'un véhicule. Je me souviens par exemple que ça m'avait déjà fait ça avec cette nouvelle qui est dans Danse macabre, dans laquelle on va également avoir des véhicules tueurs, des camions, des voitures, etc. qui a donné, enfin c'est la nouvelle par exemple, qui a donné une adaptation cinématographique qui est, je pense, la seule que le King ait fait. Et donc j'ai complètement oublié le titre. Bref, si vous avez déjà lu King et vu ce film, vous allez percuter et très bien voir de quoi je parle. Si je n'oublie pas au montage, j'essaierai de vous remettre le nom de la nouvelle en question juste ici. J'ai vraiment du mal à expliquer pourquoi, mais c'est vrai que ce procédé, avec moi, ça a du mal à passer. Après, à côté de ça, je dois reconnaître que l'ambiance et l'angoisse que Stephen King a vraiment distillé tout au long de son roman était pour le coup particulièrement réussi. Je pense que paradoxalement, c'est peut-être à ce jour le roman de Stephen King le plus horrifique que j'ai pu lire. Je me souviens par exemple que, un peu dans la même veine, l'ambiance de Salem était également très réussie et très pesante, mais c'est vrai qu'à lire Christine, j'avais vraiment certaines scènes qui se déroulaient dans ma tête pour lesquelles j'avais vraiment cette impression de regarder un film de ce genre-là, un film horrifique, et du coup à ce niveau-là c'est hyper réussi. J'étais à fond dans l'histoire et cette Christine et l'esprit, dirons-nous, qui va avec, me foutait franchement bien les jetons. Un grand bravo donc pour l'ambiance globale, et je reconnais qu'avec Christine, ce coup-ci, je veux bien accoler à côté du nom de l'auteur ce titre du roi de l'horreur.
parce que là, pour le coup, ça correspond plutôt bien. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, les personnages sont particulièrement bien travaillés. En plus, dans ce roman-là, on a quand même un nombre assez restreint de personnages. Je pense que si l'on compte Christine, grosso modo, on va surtout suivre 5 protagonistes. Je crois que je vous l'avais dit, mais c'est vrai que j'ai particulièrement apprécié le personnage de Denis, ou Denis plutôt. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la première partie du roman parce que dans cette première partie, l'histoire, comme je l'avais dit, est racontée du point de vue de Denis à la première personne. Et finalement, on va avancer dans l'histoire sous son regard, grâce au fait qu'il nous raconte finalement son histoire passée et présente avec son ami Arnie. Et du coup, c'est au travers de Denis que l'on fait finalement la connaissance d'Arnie et que l'on va vivre sa rencontre avec Christine qui va clairement chambouler sa vie. Puis dans la seconde partie, on va repasser à un récit à la troisième personne avec un point de vue externe, ce qui s'explique tout simplement par le fait qu'à ce moment-là, dans l'histoire, Denis est à l'hôpital, donc il est extérieur aux événements qui vont se dérouler. Et cette deuxième partie est extrêmement importante parce que c'est vraiment là que l'on va creuser la relation entre Christine et Arnie, l'emprise qu'elle peut avoir sur lui. C'est également cette partie qui va nous permettre à nous lecteurs de mieux comprendre le passé meurtrier, je dirais, de Christine, un peu ses intentions, et c'est également là que l'on va suivre la descente aux enfers d'Arnie. Et si, comme je l'ai dit, cette deuxième partie, qui est vraiment le cœur du roman, est intéressante et très importante pour l'histoire, malgré tout, je crois que je l'ai un peu moins appréciée que les deux autres parties. Et enfin, donc, dans la troisième et dernière partie, Denis revient sur le devant de la scène pour terminer de nous raconter son histoire, pour clôturer les choses comme il se doit, et j'étais très contente de le retrouver. Et en plus de ça, je trouve que la fin est complètement réussie. Réussie parce que, selon moi, elle laisse vraiment juste ce qu'il faut de doute et de suspense planer. Vraiment, je sais que le King est souvent assez critiqué pour ses fins, mais là, pour moi, c'était juste ce qu'il fallait. Un autre point aussi important, c'est que durant une bonne partie de ma lecture, j'avais l'impression de lire presque une sorte de roman initiatique à la sauce King, parce que c'est vrai que pendant une bonne partie, finalement, on va suivre l'émancipation d'Arnie, voir un peu son évolution personnelle. Ce jeune homme, parce qu'à ce moment-là, je crois qu'il a à peu près 17 ans, qui pour la première fois de sa vie va faire ses propres choix et va les assumer jusqu'au bout. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Arnie est donc un jeune homme qui vit au sein d'une famille dans laquelle la mère est plutôt, je dirais, castratrice. C'est vrai que c'est vraiment la figure qui va décider de tout, des aspects de la vie de tout le monde, que ce soit bien sûr d'Arnie, mais aussi de son mari. Elle a en plus de ça des avis bien arrêtés sur à peu près tout. Et c'est vrai que du coup, durant ma lecture, je me suis quand même demandé si Stephen King n'avait pas quelques soucis, quelques griefs à régler avec la figure maternelle, parce que finalement, entre la mère d'Arnie dans Christine, la mère de Carrie ou encore la mère de Franny dans Le Fléau, je trouve qu'en quelques romans assez rapprochés dans le temps, il nous a quand même livré une belle brochette de mères complètement frappadingues, voire parfois carrément hystériques et très clairement peu sympathiques, que l'on aurait envie d'avoir pour rien au monde. Dans ce roman, j'ai également retrouvé une thématique que le King explore très souvent, c'est celle de l'obsession. J'ai lu désormais pas mal de romans dans lesquels Stephen King va nous dépeindre des personnages qui vont être complètement habités par une obsession, qu'elle soit légitime ou non d'ailleurs. Et c'est en général une obsession qui bien souvent va les mener à leur perte. Je dirais donc que dans l'ensemble, Christine est un bon roman du King. En plus de ça, il est assez court, il est plutôt bien rythmé. C'est vraiment un titre dans lequel j'ai retrouvé des choses que j'aime particulièrement chez le King, c'est-à-dire tout d'abord des personnages complexes, hyper bien travaillés et ultra réalistes, et en plus de ça, une ambiance au cordeau. Malgré tout,
je dois reconnaître que cette histoire m'a moins emballée très clairement que certains autres romans de l'auteur. Et je pense que c'est tout simplement dû à cette histoire de voiture. Maintenant, si vous avez envie de lire du King dans l'optique de lire de l'horreur comme on l'entend très souvent, alors foncez sur ce titre, hein, parce que vraiment à ce niveau-là, c'est hyper bien réussi. Attention donc en toute logique à certaines scènes un peu gore et à certains détails franchement peu ragoûtants, et puis attendez-vous également dans ce roman à avoir une ambiance très rock'n'roll, hein, puisque une fois de plus, le King s'est pas mal lâché ici en matière de musique et de rock, étant lui-même un grand fan de rock. Mais est-ce un mal? Je ne suis pas certaine. Je ne pense personnellement pas regarder l'adaptation cinématographique qui a été faite de Christine, ou qui ont été faites d'ailleurs. Il est possible qu'il y en ait plusieurs, je vous avoue que je ne suis pas très rencardée sur le sujet. Personnellement, je trouve que la lecture de ce roman m'a suffi. J'ai pas envie de retourner forcément dans l'univers. Donc si je devais résumer, je dirais que pour moi vraiment c'est un bon King qui est délicieusement terrifiant, qui est d'ailleurs parfait pour cette période un peu Halloween, mois de novembre, où il fait moche, humide et où la nuit tombe très vite. Mais malgré tout, ce titre ne détrônera pas mes romans préférés du King. Alors comme je l'ai dit, j'ai donc terminé cette lecture jeudi, et un peu dans la foulée, je me suis donc lancée dans un autre roman qui est d'ailleurs, qui a été écrit plutôt par un ami du King, et il s'agit de Cache-Cache effroyable du très regretté Jack Ketchum, qui est, je vous l'ai déjà dit, un autre de mes auteurs chouchous. Donc vraiment cette première semaine du Black November pour moi c'est juste pépite, c'est tout ce que j'aime. Donc ouais, j'ai commencé jeudi, j'en suis à la moitié, mais en même temps on est sur un roman très court qui fait 150 pages. On n'est pas sur de la nouvelle, mais du coup on est vraiment sur du tout petit roman. Après vous me direz, c'est aussi pour ça que je l'avais choisi, hein. En termes de stratégie pour le challenge, c'était parfait. Du coup, rien qu'à la couverture, vous vous en doutez, c'était parfait pour le côté gore, effrayant, etc. Même si j'avoue que pour l'instant j'en suis à la moitié, et je ne suis pas encore du tout dans le roman d'horreur. Alors il y a une scène au début qui était un peu cracra, mais franchement ayant déjà lu Jack Ketchum, je sais de quoi il est capable en matière de dégueulasse, et là je peux vous dire qu'on en est très loin. En fait cette histoire c'est drôle, mais elle me fait justement beaucoup penser à du King. Alors les deux auteurs étant à l'époque très amis, ça ne me surprend pas plus que ça. Il y a des éléments, par exemple le fait que l'histoire se passe dans une petite ville du Maine, qui forcément me rappelle Stephen King, et puis même au niveau de la plume, au niveau d'amener les personnages. En fait, pour l'instant, j'ai l'impression d'être entre du King et du Laura Kashishke. Si vous voyez un petit peu l'ambiance États-Unis, un peu glauque. Là, on va suivre un personnage qui s'appelle Danny. Ça vient de me revenir d'ailleurs. Entre eux, je vous dis, il y a vraiment des grosses similitudes. Là, on suit un personnage qui s'appelle Dennis, qui va du coup nous raconter son histoire. Au début, on commence le roman en mode je vais vous raconter l'été, ou plutôt la semaine où ma vie, le moment où ma vie a complètement basculé. Et là, on suit donc Danny qui va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que l'histoire, le roman commence en mode voilà, je vais vous raconter l'été où ma vie a basculé. Donc vraiment, je ne pouvais pas le savoir avant de faire mon choix dans mes lectures, mais on est, je trouve, sur deux récits pour l'instant vraiment assez similaires. Alors ça ne me dérange pas parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est deux auteurs que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est assez drôle de voir un petit peu toutes ces connexions qui se font entre les deux romans. Donc on suit Danny qui est un jeune homme, il doit avoir à peu près la vingtaine je crois, il ne fait pas d'études supérieures, il travaille dans une scierie ou quelque chose comme ça, je crois qu'il vend du bois. Et donc un été, alors qu'il se balade dans son trou paumé ou qu'il est parti se baigner, il va un peu tomber sous le charme d'une très belle jeune fille, jeune femme plutôt, qui vient passer ses vacances là avec ses parents, qui est aussi venue avec deux de ses amis. Et très vite, il va donc être envoûté par elle, et on sent tout de suite qu'il
qu'il se passe un truc étrange avec cette nana et aussi avec ses amis. Dans le genre, dans l'esprit, on est un petit peu dans l'esprit de sexe-intention. Et en même temps, il y a aussi une histoire de maison un peu hantée, ou en tout cas qui faisait clairement flipper les gamins de cette ville. Donc dans la ville en question, une maison où vivaient un frère et une sœur qui ont un peu disparu du jour au lendemain en laissant leur vingtaine de chiens enfermés à l'intérieur qu'on a retrouvés de justesse, mais voilà, ça a un peu traumatisé toute la ville. Et donc en parallèle, on a un peu cette ambiance aussi à la Salem, vous voyez, ouais, vraiment un mix entre Sex Intention, Salem, une écriture entre Laura Kashishke et Stephen King. Et pour l'instant, ma foi, l'ensemble, en tout cas avec moi, fonctionne plutôt bien. Je ne sais pas où ça va me mener. Voilà, comme je l'ai dit, j'en suis déjà à la moitié. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'horreur ou de gore ou d'effroyable. Il y a une ambiance un peu bizarre, un peu pesante. On sent qu'il y a un truc un peu malsain, mais on n'a pas de boyau à l'air ni de tripaille, comme c'est parfois le cas avec Jack Ketchum. Donc très clairement, ce roman sera terminé avant la fin de la semaine. Est-ce que j'aurai le temps d'en commencer et d'en terminer surtout un troisième? Rien n'est moins sûr, mais dans tous les cas, comme d'habitude, je vous tiens au courant. Je crois que c'est la première fois que je filme depuis cet endroit de la maison. Et ma foi, c'est un spot pas désagréable. Ce fauteuil est plutôt confortable alors que je ne m'y assis jamais. Et c'est peut-être un tort. Je vous reprends du coup en ce jour de fin de semaine puisque nous sommes dimanche. Oui, je n'ai pas pu être très régulière durant ce vlog. Je me rends compte vraiment que vlogger le week-end, c'est compliqué. En fait, avec la vie de famille, c'est juste compliqué. En journée, avec Mininou, forcément, j'ai pas vraiment le temps. J'ai pas vraiment de moment de calme. Et puis, le soir, je suis assez souvent sur les rotules. Ce qui explique du coup que hier, je n'ai pas du tout filmé. Mais cela n'empêche que si je n'ai pas filmé, j'ai tout de même lu. Et oui, j'ai terminé Cache-Cache Effroyable. J'ai donc terminé hier après-midi, il me semble, ce court roman de Jack Ketchum. Je ne sais plus où je m'étais arrêtée dans ce que je vous disais à propos de ce roman. Il me semble que je vous ai fait un résumé. Il me semble que je vous l'avais dit, mais je ne suis plus certaine, donc je le répète au cas où. Il y avait vraiment un moment que je n'avais pas lu cet auteur qui est l'un des auteurs que j'aime tout particulièrement et qui selon moi est bien trop peu traduit en français. Je crois qu'il n'a que 5 ou 6 de ses romans qui ont été traduits alors qu'il en a écrit beaucoup plus. D'ailleurs, je les ai tous en ma possession et je commence déjà à déprimer à l'idée de ne plus en avoir à lire. Et donc, s'il y a certains points que j'ai beaucoup aimés dans cette histoire, je dois reconnaître que j'y ai également trouvé quelques défauts notables. Alors, le tout départ de ce roman et également le style de narration en lui-même m'ont tout de suite beaucoup rappelé Une fille comme les autres, qui est l'un de mes Ketchum favoris, parce que, comme dans Une fille comme les autres, on se retrouve avec un homme qui va nous raconter l'un de ses souvenirs d'enfance ou de vie de jeune adulte, et la façon dont cet événement va faire basculer sa vie. D'ailleurs, vous noterez à ce sujet, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, on est là aussi sur le même schéma de départ que Christine que j'ai lu juste avant. Malheureusement, je crois que le parallèle avec Une fille comme les autres s'arrête là. J'ai aussi noté certains éléments qui m'ont beaucoup rappelé Morte saison, un autre roman de Jack Ketchum que j'avais aussi plutôt bien aimé dans le genre, dans lequel, tout comme ici, on va du coup suivre un
groupe d'amis qui part et qui va vraiment vivre l'enfer. Le tout bien sûr dans une petite ville paumée où il ne se passe pas grand chose, et là on raccroche les wagons avec ce que Stephen King a l'habitude de faire. Ah, je vous ai dit, je pense que s'ils étaient aussi potes, c'était pas pour rien. On retrouve quand même pas mal de similitudes chez les deux auteurs. On est d'accord que je viens de zozoter là un petit peu, non? Je crois qu'il y a vraiment temps que je dorme beaucoup plus la nuit. Après, là où Morte Saison était, je m'en souviens parfaitement, l'un des romans les plus gore et les plus horrifiques qu'il m'ait été donné de lire, je dois reconnaître que la part de gore et d'horrifique dans Cache-Cache Effroyable est finalement assez minime, alors que pourtant on est d'accord, quand on voit cette couverture, on s'attend à une histoire dégueu de bout en bout, alors que ce n'est pas du tout le cas. Pour tout vous dire, le gore, l'angoissant et l'horreur n'arrivent en fin de compte que dans les 30 dernières pages. Alors ok, on est sur un roman plutôt court de 150 pages, mais tout de même, quand on voit cette couverture, on s'attend à plus de 30 pages de gore. Finalement, en grande partie, je trouve que ce roman est plutôt, en fin de compte, un roman noir, puisqu'on va surtout y suivre un groupe de 4 jeunes à la dynamique plutôt étrange et aux mœurs assez débridées. D'ailleurs, attention pour les lecteurs que ça pourrait déranger, il y a quand même pas mal question, enfin pas mal, il y est question de sexualité dans ce roman, et on y aborde aussi une thématique plutôt sensible. Côté personnage, je ne peux pas dire que je les ai appréciés, mais en même temps, on sent totalement qu'ils ne sont pas là pour ça, que l'auteur ne les a pas construits dans ce but-là. Et pour le coup, j'ai même plutôt vraiment bien aimé la façon dont il a construit la psychologie des personnages, la façon dont il a joué avec ça, et toute cette ambiance pesante et étrange qu'il a vraiment instauré autour de ce quatuor, et ça dès le début du roman. Je l'ai dit, mais vraiment, ça ne m'a pas lâché de toute ma lecture. J'avais vraiment le sentiment de lire un roman qui se situerait entre un Stephen King et un Laura Kashishke, avec ce côté malsain de l'être humain et avec cette Amérique profonde et ennuyeuse en toile de fond. Bref, si vous avez déjà lu ces deux auteurs, je sais que vous allez parfaitement comprendre de quoi je veux parler. J'aimais donc beaucoup ce que l'auteur proposait dans ce genre vraiment roman noir à l'ambiance pesante, et puis d'un coup d'un seul, il a pris complètement un virage à 180 degrés pour rentrer dans cette ambiance beaucoup plus horrifique et gore. Et malheureusement, c'est là que les choses se sont un petit peu gâtées pour moi. Je vous le dis, ce matin, j'ai vraiment du mal. J'espère que ma chronique ne va pas être trop brouillonne, mais je n'ai pas très bien dormi et je trouve que ça se ressent sur ma diction. J'ai vraiment trouvé que cette partie du roman tombait un peu comme un cheveu dans la soupe, et surtout qu'elle n'apportait finalement rien à l'histoire, si ce n'est de livrer de la tripaille et des boyaux à l'air au lecteur. Alors en soi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, d'ailleurs, comme je l'ai laissé sous-entendre, c'est plutôt quelque chose que j'avais vraiment apprécié dans Morte Saison. Pour le coup, on était vraiment en plus dans du gore et du sanglant. Mais ce qui m'a posé problème dans Cache-Cache Effroyable, c'est que cet élément, ce style de narration est amené de façon vraiment très abrupte, et d'ailleurs le roman est clôturé de façon tout aussi abrupte. La fin est beaucoup trop rapide à mon goût, j'ai trouvé que ça manquait cruellement de finition, et même cette dimension maison hantée dont je vous avais un peu parlé, qui est introduit un moment par l'auteur dans son histoire et qui aurait pu être hyper intéressant, et finalement je trouve plutôt passé à la trappe. Dans ce roman-là, pourtant, l'auteur y aborde des thématiques difficiles et intéressantes, et il le fait par le biais de personnages qu'il a pris le temps d'installer, et sachant pertinemment ce que l'auteur est capable de faire en matière de décortiquage de la noirceur humaine, ça aurait vraiment pu donner un super roman. Le problème étant que pour moi, ce titre est trop court, et que je ne comprends pas ce virage qu'il a pris sur la fin, et que ouais, cette fin est un peu bâclée à mon goût. C'est vraiment dommage, parce que s'il était resté sur cette ligne de conduite des 110 premières pages, ça aurait pu donner un roman noir extra,
Mais là, non, je ne comprends vraiment pas ce virage qu'il a pris, ni ce qu'il a voulu faire avec la fin. Pour moi, en fait, j'ai vraiment eu le sentiment d'une scission dans le roman que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Du coup, en résumé, je dirais que ce n'a pas été une mauvaise lecture, c'est juste que, très sincèrement, l'auteur m'a habitué à beaucoup mieux. Et c'est vraiment un titre qui, pour moi, aurait mérité d'être plus long et plus étoffé, parce qu'en plus de ça, il y avait vraiment matière. Donc voilà, une lecture, comme je dis, hein, vraiment pas désagréable, j'ai pas passé un mauvais moment du tout, mais c'est vrai que, connaissant l'auteur, je m'attendais à mieux et je reste sur ce sentiment de c'était sympa, mais pas dingue. Donc bon. Après, ce qui me rassure, entre guillemets, c'est que j'avais sous la main un autre Jack Ketchum, puisque j'avais prévu donc de lire après Comme un chien, qui est d'ailleurs du coup coécrit non seulement par Jack Ketchum, mais aussi par un certain Lucky McKee, qui est un scénariste américain que je ne connais pas du tout. Donc voilà, en terminant Cache-Cache effroyable, je me suis dit ok, c'est pas grave, celui-ci n'était pas une grande réussite, mais il te reste un Ketchum sous la main. Donc, croise les doigts pour que ce soit meilleur et qu'il renoue un petit peu avec ce que j'aime tant chez cet auteur. Je l'ai donc débuté hier, à la suite, donc hier après-midi je pense. Et comme vous pouvez le voir, il ne me reste pas grand-chose. Voilà, j'ai pratiquement terminé ce roman. Et là on est sur un autre genre. Là, on raccroche vraiment les wagons avec ce que j'aime tant chez Jack Ketchum. On retrouve vraiment ce style roman noir hyper réaliste qui va se concentrer sur une famille et sur des liens familiaux. Alors moi, ce roman, de ce que j'en avais entendu, on me l'avait vraiment vendu comme un roman fantastique avec une petite fille qui a un lien très particulier avec sa chienne, qui peut voir au travers des yeux de sa chienne, et je pense que c'est pour ça que j'avais mis un peu de temps vraiment à le sortir, parce que voilà, le fantastique, alors que j'en lis pourtant, puisque j'adore King, mais c'est vrai que quand j'ai le choix entre un roman réaliste et un roman avec une touche de fantastique, je vais avoir tendance plutôt à me diriger vers le roman qui va rester très réaliste. Et du coup, je pense que c'est vraiment cette part de fantastique qui m'a un peu retenue. Et finalement, j'ai bien fait de me lancer, parce que je ne sais pas vraiment si on pourrait qualifier ce roman de fantastique. En tout cas, si ça l'est, je dirais qu'effectivement ce lien très particulier entre cette petite fille qui s'appelle Delia et sa chienne qui s'appelle Katie a un petit côté un peu inexplicable que l'on pourrait peut-être qualifier de fantastique. Mais ce n'est clairement pas le sujet principal de ce roman, et tant mieux pour moi. En fait, dans cette histoire, on va vraiment suivre une famille lambda américaine de 4 personnes, donc le père, la mère et les 2 enfants de 11 ans qui sont jumeaux. Donc on a Delia et son frère Robbie, et on va se retrouver avec ce schéma malheureusement assez classique, je pense, aux États-Unis. Je pense particulièrement avec les concours de minimis, etc. D'une mère qui pousse depuis son plus jeune âge sa fille à faire des séances photos, des castings, etc., qui la met tout le temps sur le devant de la scène. La mère, bien sûr, qui elle-même a rêvé d'être actrice, qui n'a pas réussi, et qui du coup projette sur sa fille ses rêves qu'elle n'a pas réussi à accomplir. Et donc on va vraiment suivre cette famille qui vit complètement autour de cette jeune fille. D'ailleurs, c'est cette jeune fille qui, grâce à ses cachets, rapporte de l'argent à la maison et qui fait tout simplement vivre la famille. Et on va suivre, alors dès le début, de toute façon il y a des choses qui clairement ne vont pas du tout dans cette famille, mais on va suivre un enchaînement d'événements qui vont faire que la famille ne va faire que se déliter, que de plonger dans l'enfer le plus total. Et pour l'instant, même si le style narratif est particulier et je le sais pertinemment ne plaira pas à tout le monde, l'histoire en elle-même, mon Dieu. En plus de ça, on a quelques petits événements qui créent des sortes
petits twists, de petits cliffhangers qui relancent l'histoire. On est en fait sur un récit, je crois, en 3 parties. Et là, je suis sur la fin et... ouais, là, je retrouve le Jack Ketchum poignant qui va aller chercher vraiment l'humain dans ce qu'il peut avoir de plus sombre et de plus malsain et pour autant de plus lambda, parce qu'on va pas être avec, vous savez, genre un tueur en série psychopathe, pas du tout. Là, on est vraiment avec monsieur et madame tout le monde et ce qu'ils sont capables de pire. Bref, je vais aller le terminer et je vais essayer d'éclaircir un peu ma pensée et bien sûr, je vous débriefe à la fin ce que vraiment j'en ai pensé. J'essaierai de vous faire un retour beaucoup plus clair que ce que je vous fais là. Mais ouais, clairement, il n'y aura pas photo entre les deux. Comme un chien sera bien meilleur donc, que Cache-Cache Effroyable. Bref, je retourne du coup de suite à ma lecture et j'essaye de vous reprendre, alors peut-être plutôt dans la soirée ou dans le pire des cas demain, parce que je sais pertinemment que filmer aujourd'hui, ça va être encore compliqué. Surtout qu'hier, j'ai encore eu une crise de ménage, rangement, et qu'à mon avis, cette crise risque de se prolonger aujourd'hui. Donc voilà, au mieux je vous reprends ce soir. Dans le pire des cas, je vous débriefe cette lecture demain. Bon, et bien, sans grande surprise, hier soir, je suis complètement tombée de fatigue. Du coup, je vous reprends ce matin pour débriefer. Bon, après, malgré la fatigue, vu ce qu'il me reste à lire, vous devez vous en douter, j'ai pu terminer Comme un chien de Jack Ketchum et Lucky McKee. Je ne sais pas pourquoi ce prénom ne peut pas rentrer dans ma tête. Alors vous allez sûrement vous demander comment c'est finalement terminé cette lecture. Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est... mon Dieu, ce que j'ai aimé, cette lecture qui m'a vraiment replongé dans tout ce que j'aime tant chez Jack Ketchum. Ce roman m'a vraiment rappelé tout ce qui m'a tant charmé dans son écriture par le passé. Et une fois de plus, dans ce roman-ci, il est allé vraiment décortiquer la psychologie humaine et les comportements problématiques et répréhensibles. Et alors maintenant que j'ai terminé cette lecture, je trouve que vraiment le titre choisi prend tout son sens. En fait, cette histoire, c'est une sorte de huis clos qui va mettre en scène une famille américaine lambda, extérieurement bien sous tout rapport, mais qui en réalité cache de nombreux secrets et des liens franchement délétères. J'ai trouvé que ce roman était une très bonne histoire sur la toxicité parentale, la surexposition et la starification des enfants, et également sur l'alcoolisme. Et croyez-moi, je me souviendrai longtemps de Delia et de sa chienne Katie. En fait, comme je l'ai dit, oui, effectivement, dans cette histoire, les deux partagent un lien un peu particulier, que l'on pourrait, pourquoi pas, qualifier de fantastique, mais ce n'est vraiment pas le propos principal, je trouve, de ce roman. Je crois que l'auteur a surtout voulu mettre en avant ce lien qui peut parfois exister entre l'humain et l'animal, un lien qui peut être égal, voire même supérieur aux liens familiaux et aux liens du sang.
Selon moi, Jack Ketchum a été particulièrement efficace dans l'écriture de l'évolution et de la psychologie des deux parents. Deux parents qui sont tristement réalistes et qui représentent, je crois, vraiment tout ce que l'humain est capable de pire en termes d'égoïsme, de méchanceté, de fausseté et même de cruauté. Très clairement, tous deux m'ont débecté au plus haut point. Mais je dois reconnaître que la mère de Delia m'a particulièrement donné envie de vomir. Et j'ai vraiment trouvé intelligent de la part de l'auteur de la faire évoluer tout au long du roman. C'est vrai que au fur et à mesure des événements malheureux, elle est amenée à dévoiler sa vraie nature, elle qui est sans cesse en représentation. Et c'est vrai que petit à petit, la carapace craquelle jusqu'au point où elle va complètement exploser en mille morceaux et c'était à la fois terrifiant et jouissif. Alors je ne sais pas dans quelle mesure Lucky Mackie est intervenu dans l'écriture de ce roman, mais personnellement j'ai vraiment bien retrouvé la patte de Jack Ketchum. Je pense que peut-être s'il a pu l'influencer, ce serait au niveau potentiellement de la construction narrative, parce que c'est vrai qu'on a finalement tout au long du roman une succession de scènes qui sont décrites à chaque fois du point de vue de l'un des protagonistes et ça ne cesse comme ça de passer de l'un à l'autre. Et cette construction pourrait effectivement faire un peu penser à la construction d'un scénario, parce que je rappelle que Lucky Mackie est scénariste. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il a apporté quelque chose au roman. Hormis ça, ouais, j'avais l'impression de lire du Jack Ketchum sans problème. En tout cas, ça fait que du coup, durant ma lecture, j'imaginais complètement et très facilement ce roman adapté pour le cinéma. Après, je reconnais que j'ai eu tout de même un petit temps d'adaptation face à cette construction narrative qui est un peu spéciale et qui, je le sais pertinemment, ne plaira pas à tous les lecteurs. Vraiment, les personnages de Delia et Katie étaient à la fois touchantes et intelligentes. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce que l'auteur a fait du personnage de Robbie, qui est donc le frère jumeau de Delia. Non, en fait, vraiment, je crois que niveau personnage, il n'y a rien à dire. Jack Ketchum a tapé dans le mille. Attention par contre, comme d'habitude, Jack Ketchum ne fait pas dans la dentelle. Ce n'est pas un roman destiné aux lecteurs les plus sensibles. En même temps, je crois qu'aucun de ces romans ne l'est. C'est vraiment un récit très noir avec des scènes parfois franchement difficiles. Je pense en particulier à l'espèce de grande scène finale qui était particulièrement insoutenable, avec entre autres des passages de maltraitance animale. Alors accrochez-vous. En fait, je me souviens vraiment que cette lecture m'a fait passer par une palette d'émotions et je me souviens même avoir lu certains passages en apnée, et je vous l'ai déjà dit, mais personnellement c'est vraiment quelque chose que je recherche dans mes lectures. J'aime quand un roman me fait vivre comme ça vraiment plein d'émotions différentes, et quand c'est le cas comme ici, pour moi c'est un petit peu jackpot. De plus, comme je l'avais dit, l'auteur se paye tout de même le luxe en plus de ça de nous livrer 2-3 scènes choc, sorte de retournement de situation qui permettent de relancer un peu l'histoire et de l'envoyer dans une nouvelle direction, ce qui était à la fois très intelligent et très agréable à lire. Hormis donc ce petit temps d'adaptation nécessaire face à cette narration un peu particulière, vraiment je crois que j'ai tout aimé dans ce roman. Le départ peut sembler un peu lent et un peu perturbant, mais vraiment il ne faut pas hésiter à pousser un peu plus loin, parce que je trouve que c'est vraiment une histoire. C'était le chat qui souhaitait intervenir et donner son propre point de vue. Oui, mais tu sais que tu ne l'as pas lu. Tu veux quand même donner ton avis. C'est pas cool de donner un avis sur quelque chose que l'on n'a pas lu, ça ne se fait pas. Puis-je terminer? Je vais prendre ça pour un oui. Donne chat, pot de colle et casse-pied. Attention, je préviens, elle réclame des câlins à 3 h du matin, c'est sa grande spécialité. Vous êtes prévenus. En fait, je crois que c'est un chat pour insomniaque. Le problème étant que dernièrement, je ne fais plus d'insomnie. Donc bon. Et qu'accessoirement, j'ai aussi un enfant qui fait ses nuits.
Donc j'apprécierais assez ne plus être embêtée par cette boule de poil. En tout cas pas au milieu de la nuit. Bref, revenons à nos moutons. Je vais essayer de terminer. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, le départ donc peut paraître un peu lent et un peu perturbant, mais il faut vraiment pas hésiter à pousser la lecture un peu plus loin parce que c'est une histoire qui vaut vraiment le détour, qui en plus de ça va traiter de thématiques terribles sous un style un peu faussement simpliste, je dirais. Enfin, pas un style simpliste, mais en prenant finalement un contexte et des personnages faussement simplistes. C'est plus ça. Comme un chien est pour moi un très bon roman noir qui va loin dans la noirceur humaine, dans ce que l'égoïsme, l'aigreur, la couardise et la méchanceté sont capables de créer de pire sur Terre. Vraiment, si vous souhaitez plonger au cœur d'une famille dysfonctionnelle et vous laisser plomber par des personnages absolument abjects, et à côté de ça, vous laissez aussi porter par d'autres protagonistes qui sont pleins de bonté et d'espoir. Bref, si vous souhaitez vraiment plonger dans une lecture qui va vous faire ressentir plein d'émotions en entier, alors vraiment n'hésitez pas à vous jeter sur ce roman qui est court mais pourtant extrêmement dense et riche comme je les aime. En bref, pour ma part, ce fut un très bon ketchup et un drame familial comme sincèrement j'en ai assez peu lu. Vous l'aurez donc compris, je suis particulièrement conquise par cette histoire. Par contre, le revers de la médaille, c'est que ce roman était mon tout dernier Jack Ketchum disponible dans ma pile à lire. Je fais comment moi maintenant? J'ai lu tous les Ketchum traduits en français. Je vous jure, là je suis à ça de verser une petite larme à cette idée. Et ouais, je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est peut-être le seul auteur pour lequel je passerai peut-être le cap un jour d'acheter des romans en VO parce que je serais trop en manque et parce que je ne comprends pas pourquoi les éditeurs français ne le traduisent pas plus. Tout ça pour dire, je n'ai plus de Ketchum en réserve, mais je termine sur une très jolie note avec cet auteur. Et ça, c'est plutôt cool. Je suis vraiment contente d'avoir lu Cache-Cache Effroyable en premier et d'avoir gardé celui-ci pour la fin parce que du coup, je reste vraiment sur une note super positive avec cet auteur. C'est donc ainsi que va se clôturer ma toute première semaine du Black November et franchement, je suis ultra fière de moi. Alors, on va pas se mentir, j'avais choisi des romans plutôt courts pour stratégiquement pouvoir en lire plusieurs, mais du coup, ça fait que durant cette première semaine, j'ai quand même lu 3 romans. Je pense que 3 romans, c'était ce que j'avais lu le mois dernier, donc rien que pour ça, je suis ravie. Après, il ne faut pas non plus oublier que le mois dernier, je me suis tapé l'intégrale du Fléau qui fait dans les 1800 pages. Donc bon, si on ramène ça au prorata, au nombre de pages, le mois dernier fut quand même plutôt intense. Je suis en tout cas plutôt satisfaite du coup de cette première semaine, non seulement parce que du coup j'ai pu lire plusieurs romans, mais aussi parce que dans l'ensemble, ce fut toutes de bonnes lectures, voire de très bonnes lectures, donc vraiment un démarrage sur les chapeaux de roue pour cette session du Black November 2022. En plus de ça, je me rends compte que j'avais vraiment bien choisi mes lectures de cette première semaine parce que toutes m'ont vraiment fait baigner dans cette ambiance de romans fantastiques, gore et un peu effrayants qui était donc la consigne de la semaine. Donc à ce niveau-là, c'est ultra rempli à 100%. Et je suis en train de penser parce que là, j'ai à côté ma lecture de la deuxième semaine que je viens de débuter parce que je vais enchaîner du coup sur le vlog de la prochaine semaine et je me rends compte que sans le savoir, j'ai pour l'instant choisi des lectures qui toutes s'enchaînent à chaque fois avec un point commun. J'avais commencé donc par Christine, ensuite j'ai enchaîné avec Cache-Cache Effroyable et je vous avais dit que entre Christine et Cache-Cache Effroyable, on avait vraiment des départs très similaires avec ces deux jeunes hommes qui vont nous raconter un souvenir dans leur enfance qui va faire basculer leur vie. Donc niveau construction, on avait quelque chose de très semblable. Dans Cache-Cache Effroyable, en plus de ça, il était question d'un chien. Et du coup, dans Jack Ketchum, on va retrouver ce lien avec un chien. Et là, la lecture suivante est celle-ci. Et on est d'accord que niveau couverture, on est presque sur un copier-coller.
Donc ouais, c'était pas du tout prévu, mais c'est assez drôle de voir qu'à chaque rebond sur une nouvelle lecture, je trouve comme ça à chaque fois une espèce de point commun entre la lecture que je viens de terminer et la nouvelle. Bref, c'était voilà, parce que j'avais mes 2 bouquins sous les yeux et que ça m'a un peu fait tilt. C'est donc ainsi que je vais clôturer ce premier vlog lecture du Black November 2022. D'ailleurs, en parlant de vlog lecture, normalement vous venez d'en avoir un la semaine dernière sur la chaîne. Et alors, peut-être qu'à la fin du mois, lorsque j'aurai fait tout le mois de novembre mon vlog, je changerai peut-être d'avis. Mais je pense que c'est un format que vous allez peut-être retrouver un peu plus sur la chaîne parce que finalement, pour l'instant, par rapport à mon organisation personnelle au niveau travail, vie perso et du coup à côté YouTube, je me rends compte que c'est un format de vidéo qui, pour le moment, me convient assez bien. Le fait de pouvoir filmer des petites séquences un peu à droite à gauche dès que j'ai un peu 5-10 minutes et de pouvoir les monter au fur et à mesure. C'est vrai que pour l'instant ça m'arrange pas mal. Alors il y aura toujours des vidéos un peu plus traditionnelles face cam, mais c'est vrai que le vlog a ses petits avantages. Donc j'espère que ça vous plaît parce que potentiellement il y en aura un petit peu plus souvent sur la chaîne. Sur ce, donc moi je vais ouvrir le vlog de la 2e semaine du Black November. Je vous retrouve donc j'espère très vite sur la chaîne. En tout cas voilà, moi je suis vraiment dans les starting blocks. J'espère que de votre côté vous faites un bon Black November. Et puis bah comme d'habitude jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!